J'ai fait beaucoup de Zoom, mais en assistant et jamais en, D'accord. en orateur. Est-ce que tu as… Comment va se passer le passage de mon PowerPoint? C'est-à-dire, est-ce que j'ai accès à… Est-ce que je fais… normalement, alors attends, je regarde si tu as bien… Agnès Magui-Livray, je sais pas si elle est Alors, là. j'ai pris Oh, voilà. l'ordinateur de Christophe et je vais partager le document de Monsieur Carrez. D'accord, vous l'avez en fait, hein, parce que moi je l'ai pas. Page, et puis Donc, il va je vais apparaître. rester aux manettes. Et OK. Merci. donc, il faudra que je vous dise diapo suivante. Oui, voilà, c'est ça. Vous me dites quand il faut que je change de diapo. D'accord. Bon, il y en a beaucoup, donc excusez-moi, mais voilà. C'est bon là, ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui, c'est bien. Donc, je commence Oui, vous pouvez y aller. Je vous donne la parole. Bon, bien, donc la suivante, première diapo. Oui. Alors, je me permets de prendre la parole sur un sujet très, très vaste dont je ne suis pas du tout expert concernant toutes les époques. Et donc, j'ai proposé un sujet extrêmement vaste, donc de la très grande, la chronologie très longue, depuis les Hyksos, pour lesquels, évidemment, je ne suis pas du tout spécialiste, terminer à ce qui m'intéresse davantage, c'est-à-dire, j'ai dit avant Alexandre, c'est-à-dire ce que nous appelons dans le delta l'époque saïto-perse. Alors, le delta, s'il vous plaît, suivante. Donc, je me concentrerai sur le delta oriental en utilisant des données qui ne sont absolument pas les miennes. Et évidemment, je remercie des personnes qui m'ont donné de la documentation et puis des grands savants qui ont publié des choses que je vais utiliser. Je donne tout de suite leur nom. Évidemment, je vais utiliser beaucoup les travaux de Manfred Bitak à Tel El Daba à Waris. Donc nous verrons des images de ces fouilles qui sont publiées. Les travaux de Mohamed Abdel Maksoud à Tel Hebwa, avec surtout la documentation que m'a donnée son disciple, M. Sayed Abdelalim, qui est en thèse à Paris. Et puis pour Tel El-Er, j'ai vu qu'elle était là, Catherine de Fernez, qui m'a donné de la documentation, c'est-à-dire qui vient des fouilles de Dominique Valbel à Tel El-Er. Donc, évidemment, je n'en suis pas propriétaire et je profite simplement de leur disponibilité. Suivante. Alors, voici la carte de la description de l'Égypte pour insister au début de cette conférence sur les deux changements extrêmement importants du point de vue du paysage qui vont intervenir dans ma discussion. Le premier changement, c'est bien sûr le percement du canal de Suez qui se fait à peu près sur la ligne du méridien que vous voyez ici. Hein, et à cette époque, avant donc le percement, donc, à l'époque de Bonaparte, vous repérez ce qui est appelé la plaine de Péluse, qui nous occupera plus tard et qui va passer à l'est du canal. Suivante. Alors voilà, le changement ici sur cette photo satellite est très visible. Le canal de Suez a complètement isolé le delta qui se trouve à l'ouest et ce triangle noir que vous voyez, la plaine de Péluse, qui s'appelle encore la plaine de Tina, ou Tiné, c'est-à-dire en arabe la boue, comme le grec pélousion. Vous repérez surtout cette ligne entre le jaune du désert et le noir du triangle de Péluse. C'est quelque chose dont je reparlerai après, la Pelusiac Line, c'est-à-dire une ligne qui, nous le verrons, s'est soulevée aux alentours de 1900 avant Jésus-Christ, donc au tout début du fer, et qui a radicalement changé la topographie de cette région. Suivante. Alors, ici, quelques vieilles photos fournies par Mohamed El Maksoud, où vous voyez la plaine de Tina
lorsque moi-même, ça commence à faire loin, j'ai commencé à travailler dessus. Donc, c'était une plaine entièrement saline. Non, ce n'est pas de la neige que vous voyez à droite, mais c'est du sel. Suivante. Bon, je vais passer cette carte du delta parce que j'ai beaucoup de suivantes. Je crois qu'il faut alors que... Alors voilà, ici, vous voyez donc le sujet, enfin, la carte qui va m'occuper. Vous pouvez distinguer donc au-dessus de l'écriture Wadi Tumilat, vous voyez les deux sites appelés Awaris et Piramsès, c'est-à-dire Tel El Daba Kantir, ce sont eux qui m'occuperont tout d'abord. Puis, en allant vers la mer, vous voyez arriver le site de Tel Heboua, Tcharou. Puis, en continuant, vous voyez arriver les sites de Tel El Borg, Tel El Er, Pelusium. Donc, je vais suivre cette... Il était dans le garage. Oui, mais en cherchant, si vous voulez, les palais. Oui, et lui, il n'est pas mouillé. Donc, suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc, je commence par des extraits des publications de Montagnier. Alors, le plus beau palais actuel de Delta oriental, c'est la maison des fouilles de Monfet Bitak. Donc, c'est voilà, comment travaillent nos amis autrichiens. Donc, la maison des fouilles est on peut voir la maison de fouilles de Bitak. De Bitak, oui, oui, oui. Elle est installée donc sur le site même d'Awaris, hein, sur un endroit bon, qui a été vérifié qu'il n'était pas trop riche en antiquité. Donc voilà, c'est pour dire que on est bien logé chez les Autrichiens et qui nous accueillent très bien quand on passe. La suivante. On va quand même mettre du temps à venir. J'ai peur que j'accélère un peu parce que voilà, une photo que j'ai moi-même prise un jour d'invitation. Évidemment, vous voyez les fouilles de Bitak. Et évidemment, il ne s'agit de reconstituer des palais qu'à partir des soubassements qui restent, évidemment. Et pour tout ce que je vais expliquer, évidemment, tout ce qui va venir provient exclusivement, bien sûr, des conclusions de Manfred Bitak lui-même. Suivante. Alors, évidemment, le projet de Manfred Bitak, si vous le saviez ou pas, je vous le rappelle, c'était évidemment au départ d'identifier le port Ixos de Awaris, donc qui a été détruit, enfin qui existe avant sa destruction, aujourd'hui daté de 1530. C'est bien sûr ce qu'il a fait, ce qui a rendu célèbre le site de Tel El Daba. Et puis ensuite, évidemment, de poursuivre l'exploration du site. La grande nouveauté étant la découverte que Awaris n'était pas un port Ixos, mais qu'il a été réoccupé avec des grands palais sous la 18e dynastie. Suivante. Donc, vous voyez ici, repris des publications de Bitak, ce qu'il a identifié comme le palais Ixos. Suivante. Voilà, avec une vue. Ceci est publié au CRAIB, à l'Académie d'inscription des lettres. Donc, pas grand-chose à dire, je ne vais pas m'étendre, simplement sur le fait que donc ce palais Ixos, repéré uniquement sur des soubassements, se distingue des palais Toutmoside que l'on va voir après. Suivant. Alors, la grande découverte, bien sûr, de Manfred Bitak sont ces deux palais datés de Toutmosis III et évidemment rendus très célèbres par la découverte des fresques au taureau qu'au départ Bitak attribuait au palais Ixos avant finalement de les attribuer au palais F. Suivante. Donc, le palais G, vous le voyez ici, donc je reprends la description telle que l'a fait Bitak. Il repère une cour que vous voyez en blanc qui donne accès à un portique. Alors, tout ceci n'est repéré, bien sûr, que par les soubassements de briques crues, hein, évidemment. Et en allant donc
du haut de la diapo vers le bas, vous voyez que après avoir passé le portique, il y a deux grandes salles, une, celle qui est entourée d'un ovale et dont vous voyez le plan à côté, que Bitak interprète comme un temple, alors que celle d'à côté est la salle du trône. Suivante. L'intérêt de ce qu'il faut remarquer, évidemment, ce que dit Bitak, c'est que ce palais se trouve à côté, adossé à un temple. L'autre, le plus célèbre peut-être, c'est le plus petit palais voisin, appelé palais F, d'où proviennent les fameuses fresques à la corrida au taureau, évidemment, qui donc évidemment ont permis de dater très clairement le bâtiment. Ce palais de l'époque de Thutmose III, Bitak l'interprète comme celui peut-être de la reine qui serait peut-être venue de Crète. Donc, vous voyez, l'important peut-être pour moi, c'est de noter évidemment l'entrée probablement par à droite sur le plan, par une chaussée montante, le principe du palais étant désaxé, alors que le principe du temple est qu'il est plutôt axé. Suivante. Après, vous allez voir, donc, je vais passer rapidement parce que beaucoup de gens les connaissent, les images de la fresque de la corrida au taureau, avec en haut la reconstitution de Tel el-Daba et en bas le modèle de Knossos. Suivante. Donc tout ceci aurait décoré le palais de la reine. Donc nous passons au site suivant, alors, qui s'appelle Tcharou, son nom antique, et qui correspond à deux sites archéologiques voisins appelés Tel Ebois 1 et Tel Ebois 2. Alors, le site de Tcharou est connu puisque lors de la reconquête de la 18e dynastie sur les Hyksos, le pharaon Ahmosis, entre guillemets, c'est discuté aujourd'hui, libère Awaris, enfin prend Awaris, puis prend Tcharou, avant de prendre Gaza, plus loin. Donc ce site de Tcharou a été découvert par Mohamed Abdel Baksoud dans les années 1980-85, et évidemment il a complété tout ce que Bitak avait découvert à Awaris, c'est-à-dire un phénomène exactement semblable, un palais Hyksos, et réutilisé ensuite à l'époque du Nouvel Empire. Suivante. Alors ici, l'intérêt évident de cette carte qui est de Montois de Bitak, c'est que vous voyez le cours de la branche pélusiaque du Nil à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire au bronze récent. Vous avez donc repéré Tel el-Daba, et si vous suivez le cours du Nil, vous voyez qu'il se jette dans la côte méditerranéenne, qui était beaucoup plus proche qu'aujourd'hui de ces sites. Et en fait, l'estuaire de la branche pélusiaque se trouvait, si vous le suivez, sur le cours numéro 1, qui est appelé chemin d'Horus, c'est-à-dire le cours bleu le plus au sud sur cette carte, qui va vers le lac Balna, et qui se jetait tout à fait en haut, à droite de la carte, au nord-est, sur le site de Tcharou, qui, comme on va le voir, se trouvait de part et d'autre de l'estuaire de la branche pélusiaque, qu'on appelle pélusiaque, évidemment, par anachronisme, puisque Péluse n'existe pas encore, mais enfin bon, on lui donne ce nom même si il est anachronique. Suivante. Alors, je vais peut-être passer rapidement parce que là, c'est à la suivante aussi. Il y a une suivante une diapo un peu plus longue où il faut cliquer plusieurs fois pour faire apparaître, s'il vous plaît, je ne sais pas, oui, voilà, donc 4-5 fois, s'il vous plaît. Donc, vous voyez l'emplacement de Ebois. Vous voyez la ligne de côte à l'époque du Nouvel Empire.
Ensuite, vous allez voir apparaître la Méditerranée, qui est donc à cet endroit et qui plus tard sera la grande plaine de Tina, la grande plaine de la boue, évidemment, qui va se remplir de boue, de pélousione, à partir de 1000. Et enfin, je crois que vous avez le tracé, voilà, de la branche pélusiaque qui allait se jeter à cet endroit. Suivante. Donc pour la suite, je vais essentiellement vous montrer des photos que m'a... ah oui, donc le site de Tchao est très connu puisque, suivante, il est représenté sur le mur extérieur nord de la salle hypostyle de Karnak. On le voit mieux avec le facsimilé. Recliquez pour faire apparaître le nom de Tcharou. Il va être encadré par un cercle rouge. Et vous voyez qu'il y a deux bâtiments de part et d'autre d'un canal avec des crocodiles qui est tout simplement la branche pélusiaque qui se jette en bas du dessin dans la Méditerranée représentée par les poissons. Alors, ce relief très célèbre, c'est le retour de Séti Ier d'une campagne en Palestine. Alors voilà donc le site de Hébois 1 et 2 qui a été préservé miraculeusement, peut-on dire, au milieu de la remise en culture de toute la zone de Tina. Évidemment, Hébois 3 et Hébois 4 ont disparu, comme vous voyez, puisqu'on voit apparaître sur cette photo le quadrillage de la remise en culture. Il ne reste plus de Tcharou que les deux sites triangulaires, là de Hébois 1 et Hébois 2. Suivant. Alors les voilà. Bon. On va les revoir plus tard. Deux sites extraordinaires, hein, bon, puisque dont l'enceinte, le péribole est parfaitement conservé, avec des bâtiments découverts depuis près de 20 ans maintenant, presque 30 ans, par Mohamed Abdel Maksoud. Ah oui, pardon, restons ici. Vous pouvez voir éventuellement un petit peu, deviner, mais je ne peux pas mettre la flèche. Vous voyez Hébois 1, on reconnaît un peu l'aspect circulaire du tel, et si vous repérez une espèce de ligne un peu plus bleu foncé, je ne sais pas si vous y arrivez, on peut reconnaître assez facilement, hein, encore aujourd'hui, le tracé du Nil, de la branche pélusiaque, qui passait donc entre Hébois 1 à gauche et Hébois 2 à droite. Suivante. Bon, je vais passer là. J'ai mis d'abord les images suivantes. Ce sont des images qui ont permis de repérer le site. Ici, deux photos célèbres pour nous, puisqu'elles ont signalé pour la première fois que nous étions sur un site Ixos. Par exemple, la sépulture d'un cheval particulièrement réputé, et puis la stèle du roi hittite Néhési. Suivante. Après, donc, j'ai mis quelques photos sur les travaux communs. Bon, on a travaillé avec un petit peu quand même sur le sujet. Suivante. Voilà, et passons donc à Tel Hébois 1. Donc, une des nombreuses découvertes qui attestent que nous sommes à Tcharou. Le nom figure sur beaucoup d'inscriptions. Je passe. Suivante. Et donc, Tel Hébois 1, donc c'est Tcharou, voilà, tel que les fouilles de Mohamed les présentent ici. Donc, vous voyez évidemment que c'est un énorme site remparé, avec bien sûr des aménagements économiques, mais aussi donc les palais dont nous allons parler. Quelques images d'abord suivantes. De l'extérieur. Donc, vous voyez ici, à droite, bien sûr, le rempart avec les tours, les bastions. À gauche, les bâtiments économiques. Suivante. Vous avez le plan ensuite, voilà, tout ce qui est entrepôt. Donc, ici, nous sommes sur plutôt les niveaux du Nouvel Empire. Suivante. Puisqu'il faut qu'on aille vers les palais. Alors, ici, une stèle qui, là aussi, évoque le roi Néhési, donc un roi Ixos. Donc, nous sommes bel et bien sur la Tcharou Ixos, donc avant 1530, hein, au début du XVIe siècle. Alors, voilà, le palais Ixos tel que Mohamed
Abdelmaksoud l'a identifié. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, je ne suis pas un expert, mais on reconnaît à peu près le même principe que celui qu'on a vu à Awaris tout à l'heure. Bon. Suivante. Voilà le plan de ce palais Ixos. Hein, on remarque donc qu'il n'y a pas le plan n'est pas axial, il est probable que l'on rentre par le côté droit. Pas de grande salle centrale, comme on va le voir sur le palais de Séti Ier qui suit. Suivante. Voilà. En revanche, voici donc la salle centrale du palais attribué donc à Séti Ier, celui dont on a vu tout à l'heure l'image sur son cheval quand il rentre de la campagne de Palestine. Donc, il n'y a absolument aucun doute et il est abondamment cité sur les petites colonnettes qu'on a vues au début. Le plan de ce palais royal, voilà, avec une cartouche de Séti Ier. Évidemment, la différence est radicale. Nous avons ici un plan centré avec une cour suivante. Donc, on peut comparer, par exemple, aux grandes maisons de Tel Amarna à la même époque. Donc, on a changé, comme à Tel El Daba, le faciès Ixos a laissé place au faciès donc Nouvel Empire, 18e et maintenant 19e dynastie. Suivante. Ensuite, j'ai mis quelques images. Voilà. Bon, le matériel, évidemment, de ce palais avec la céramique, y compris justement palestinienne. Tel est bois 2, donc de l'autre côté de la branche pélusiaque. Alors, vous revoyez à nouveau cette vue. On voit très bien, j'ai enlevé les noms. Donc, vous voyez, vous repérez quand même assez nettement l'aspect circulaire de ces deux tels. Donc, et vous voyez, nous allons nous transporter à Tel et bois 2, qui était donc sur la rive droite de l'estuaire. Suivante. Alors, j'ai eu la chance, parce que non, je commence à faire mon âge, j'ai eu la chance d'assister à la découverte, même avec Dominique Valbel, dans les années 1988. Nous avons parcouru à pied cette zone sans nous douter, comme Mohamed El Batsoud allait le découvrir quelques années après, qu'il recélait un gigantesque téménos. Suivante. Vous voyez comment il va apparaître petit à petit. Voilà, donc la muraille, enfin l'enceinte bastonnée commence à apparaître. Suivante. Et apparaît le complexe palatial et religieux du Nouvel Empire découvert par Mohamed Abdelmaksoud. Suivante. Alors, un ensemble assez facile à identifier. Vous repérez, vous voyez au milieu, dans l'axe de cette vue, un temple de style pharaonique parfaitement régulier. Si vous partez du haut, on va le revoir sur le plan, mais bon, pour l'instant, restons là-dessus. Si vous partez sur le haut de la diapo, vous voyez un pronaos, enfin, passons sur à 8 colonnes, dont on ne voit plus que 5, puis vous entrez dans une grande salle avec hypostyle avec 4 colonnes, puis le sanctuaire au fond. Mais vous avez de part et d'autre, à droite, sur la photo, 3 ensembles d'abattoirs rituels, et surtout, ce qui m'intéresse, à gauche, c'est évidemment le palais accolé au temple. Suivante. Alors, vous voyez que cet espace se trouve au milieu d'un gigantesque téménos avec 2 enceintes qui se sont succédées. Suivante. Et le palais est ici, donc en bleu. Et vous voyez cet aspect très particulier, puisque vous voyez une petite porte, enfin, donc on entre par une cour à droite, puis il faut passer par le côté, une entrée qui est désaxée, pour arriver sur le pronaos à 4 colonnes, puis cette fois-ci ensuite un plan axial. Donc il y a cohabitation d'un temple et d'un palais. Suivante.
Voilà quelques images. Ici, le pronaos du temple, suivante. Il ne reste que les bases des colonnes, mais elles sont là. Ici, les abattoirs avec les cuves pour faire couler le sang des animaux. Suivante. Et donc, vous voyez ici le pronaos de l'entrée du palais, avec donc l'entrée latérale qui est sur le côté, et puis à gauche, le seuil qui mène vers la salle. Ça peut ressembler à un temple, sauf que c'est un palais, puisqu'il n'y a pas d'entrée axiale, il faut entrer par le côté. Suivante. Bon, je vais passer rapidement là où je vous montre les plus belles découvertes de Mohamed Abdel Maksud par ordre chronologique. Et ici, vous avez ce fantastique relief de Toutmosis II, très très rare. Ensuite, une image de Séti Ier, je crois. Enfin, je vais pas laisser dans l'ordre chronologique. Suivante. Ceci est admirablement publié par Mohamed El Maksud et par Dominique Valbel, pas de problème. Les montants au nom de Séti Ier, suivante. Et la décoration, ici, Ramsès II, avec les décorations du temps de Ramsès II. Suivante. Ces monuments, il faut le dire, qui ont miraculeusement échappé au pillage de ce site, bien protégé, heureusement, mais enfin, hélas, beaucoup de ces blocs ont dû être, certains de ces blocs ont été abîmés ou volés. Il faut dire combien Mohamed El Maksud a pu sauver ce site extrêmement facile à piller. Suivante. Voilà les entrées, tout ça, c'est Ramsès II. Suivante. Il faut que je passe à ma deuxième partie. Voilà, passons, céramique, suivante. Alors voilà, donc qu'est-ce qui se passe au premier millénaire? C'est l'apparition de Sin, le palu. Donc vous voyez ici ce que nous venons d'étudier, c'est-à-dire la situation avant l'an 1000. Suivante. En haut, là, le delta tel qu'il existait au Nouvel Empire, et vous voyez évidemment l'avancée de la côte sur la diapo intermédiaire, puis en bas, le delta actuel, avec donc cette avancée du delta vers l'est. Suivante. C'est une avancée qui s'est produite donc par le soulèvement. Alors, la date exacte, peut-être pas avant 900 avant Jésus-Christ, donc de la Pélusiaque Line, et donc tout le cours, enfin l'essentiel du cours du fleuve qui se déversait autrefois à Tcharou, se déverse plutôt du côté ouest, où va apparaître ce que vous voyez en bas sur la carte, ce qui est appelé la Tinée Plain, avec au fond le golfe de Tinée, là où d'ailleurs Ferdinand de Lesseps envisageait de mettre son port. Heureusement pour Péluse, il s'est aperçu que la boue rendait l'accès au creux du golfe de Tinée absolument impossible. C'est pourquoi il a déplacé Port Saïd, enfin, il a créé Port Saïd plus au nord-ouest, et ainsi il a sauvé, peut-on dire, l'archéologie, sans s'en rendre compte, l'archéologie de la plaine de Tinée et aussi l'archéologie de Hébois, qui aujourd'hui, tous ces sites se trouvent à l'est du canal de Suez. Suivante. Alors, je me suis interrogé évidemment sur l'existence de palais dans cette zone. Alors, ici, je m'appuie sur un texte célèbre qui est donc les Annales d'Assurbanipal, dans lequel il est donné une liste très célèbre des rois, en fait, c'est-à-dire des dynastes qui gouvernent les villes d'Égypte au service, enfin, aux ordres des Assyriens. Alors, je corrige le deuxième carré, qui est indiqué ici comme étant le domaine du roi Charuludari de Sinou, interprété comme une variante de Tanis. Alors, comme je l'ai toujours pensé, mais parce que c'est Jean Eliott qui me le disait, il s'agit ici de Sin, de Sinou, donc le nom sémitique signifiant la boue, que l'on retrouve dans Pélousion, qui dans Hérodote signifie
pas seulement la ville de Péluse, mais quand Hérodote emploie Pélusion, il veut dire ce que j'ai traduit par le Palus, pour essayer de faire une homonymie proche. Donc cette région du Palus est créée en même temps que vous le voyez, par exemple, apparaît aussi la ville, c'est la deuxième ligne rouge, où règne Naké, la ville de Ininsi, qui est Héracléopolis Parva, qui se trouve au plein milieu de cette zone boueuse qui n'existait pas auparavant. Suivante. Alors, ici, quelques citations extraites des livres prophétiques. Je vous les lis rapidement. Donc, Ézéchiel, je déverserai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, que saint Jérôme traduit par Pelusium Robura Aegypti. Le livre de Jérémie, plus intéressant, puisqu'il parle de Daphné. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie à Taphnès, puisque Jérémie s'était exilé en Égypte. Enfin, il avait suivi l'exil des Judéens en Égypte, disant « Prends de grandes pierres et, en présence des hommes de Juda, enfouis-les sur la terrasse qui est à l'entrée du palais de Pharaon à Taphnès. » Bon, je passe. Et puis, plus bizarre, beaucoup plus tard, Pierre le Diacre, à propos des voyages d'Égérie, Taphnis est situé sur la rive du Nil, il s'y trouve le palais de Pharaon. Les Capitanés, les Campitaneos, alors il se trompe, il confond Taphnis, dont parlait Jérémie, avec Tatnis, c'est-à-dire Tanis, puisque la ville dont il parle, elle est située sur la rive du Nil, et à son époque, ça ne peut être que Tanis. Mais l'intérêt, c'est que vous avez évidemment ici des textes du premier millénaire qui mentionnent des palais de Pharaon un peu partout. Suivante. Et c'est ça qui m'intéresse, évidemment, j'ai essayé de les chercher. Alors, Taphnès, ça a été retrouvé dès 1886 par Flinders Petrie, donc les fouilles sont bien connues. Suivante. Elles ont surtout été, évidemment, illustrées par la découverte par les photos satellites de cet énorme ensemble de téménos. Alors évidemment, qui n'est pas, enfin, qui a été un peu fouillé, mais vous voyez, on peut distinguer quand même dans le plein axe de cette photo satellite des cours qui se succèdent, donc un plan axial, c'est-à-dire c'est un temple, à gauche les lignes probablement les lignes parallèles d'entrepôt, mais tout en noir quelque chose où peut se trouver un palais, puisque selon Jérémie, évidemment, il y avait un palais de Pharaon à Taphnès. Suivante. Et alors, c'est ici que je me suis intéressé, parce que là j'arrive dans mon domaine, qui est celui de l'hellénisme, à ce texte extraordinaire qui est attribué, enfin, que l'on dit, texte du pseudo-Skylax. Alors, ce texte du pseudo-Skylax, c'est un géographe qui écrivait au temps de Philippe II de Macédoine, donc en 340, mais il se trouve que quand il parle de l'Égypte, et bon, je ne vais pas entrer dans la démonstration, mais c'est celle que j'ai faite, le passage que l'on trouve dans le pseudo-Skylax est très probablement, non pas du pseudo-Skylax, mais bien du Skylax authentique, c'est-à-dire de l'amiral de Darius, Skylax de Carianda, qui écrivait vers 500 avant Jésus-Christ. Or, que dit ce texte? Alors, il est très restitué, mais la restitution est quasi sûre, celle de Karl Müller. Eh bien, je vous le lis. Après l'Arabie vient le peuple d'Égypte, et les villes qui s'y trouvent sont les suivantes: Péluse, ville, port et palais royal, Caille Basileion, le mot est conservé. C'est là que se trouve la bouche pélusiaque, bon, etc. Ensuite, la Talitique et une police basiliquée, c'est-à-dire Tanis. Puis plus tard, vous avez Bouteau et une ville et un palais royal, police Caille Basileion. Et puis vous avez la branche bolbitine, c'est-à-dire la branche de Rosette, avec une police basiliquée, c'est-à-dire Seis. Il y a toute une, excusez-moi, ribambelle de palais et de villes royales dans le delta. Suivante. Alors je me suis interrogé, disons, de savoir si on pouvait trouver quels étaient ces palais. Alors le palais de Péluse, pour autant que, évidemment, ce Basileion cité par Skylax au temps de Darius existe. Alors on ne peut pas vérifier sa présence à Péluse, à Tel Farama, puisque je suis l'un de ceux qui a creusé le plus profond à Farama, et Catherine de Fernès, qui nous écoute. Donc, j'ai atteint dans un sondage profond les niveaux de 500, c'est-à-dire ceux de Darius, mais là, on était à quatre pattes dans l'eau, dans la bouillasse, en sortant des tessons. Et donc, s'il y a un palais à Péluse, il est aujourd'hui sous la nappe phréatique. Alors, on avait pensé à ce site voisin, qui s'appelle le site de Kédoua,
Ici, vous avez une photo amusante, qui est extraite du célèbre Bricks Overseas de Boardman, où, bon, on ne va pas se moquer de Boardman, qui est un savant extraordinaire, mais qui compare de façon assez curieuse cette enceinte bastonnée, gigantesque, avec deux petits bâtiments, en considérant que ces trois choses-là sont des forts. Alors en fait, nous savons qu'il ne s'agit pas de forts, mais le grand site de Kédoua ressemble à un téménos apparenté à ce que nous avons vu jusqu'ici, hein, ces grands enceintes remparées qui peuvent recevoir un basileon. Sauf qu'à l'intérieur de Kédoua, il n'y a rien, suivante, puisque le site de Kédoua a été remplacé au début de l'époque perse par donc le site de Tel El, fouillé depuis 1985 par Dominique Valbel et ses équipes. L'intérêt ici, c'est que Dominique a repéré un palais sur ce site de Tel El, suivante, nous allons le voir. Ce palais, je remercie Catherine de Fernès qui m'a fourni ces très belles photos. Donc, il est encadré ici en rouge et donc il s'agit, suivante, de ce qu'on peut appeler un palais de type Bitilani, donc de type nord-syrien, avec, puisqu'on repère, vous le voyez peut-être à droite de la photo, les 4 emplacements d'une colonnade, une sorte de portique, hein, ou de porche, suivante. Je pense qu'on le verra mieux sur la photo suivante. Donc ici, voilà, l'emplacement de ce portique à colonne. Alors, hélas, évidemment, le bâtiment est détruit parce qu'il se trouve juste sur la limite du tel. Il a été rongé. Évidemment, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais bon, l'identification est à peu près sûre. Suivante, principalement par les vestiges des colonnes, des colonnettes fasciculées qui ornaient ce très beau bâtiment. Alors, est-ce un palais royal? Bon, j'en conclus simplement que nous avons ici à Tel El un site relativement modeste, mais remparé, qui date ici de, je ne l'ai pas dit, mais donc de l'époque perse, hein, donc des 5e et 4e siècles, achéménides. Nous avons pourquoi pas, petit basileon dans la région de Péluse. Suivante. Je vais conclure sur 2 textes, parce que, évidemment, la question que je me pose, c'est évidemment, peut-on parler, où sont les fameux basileia ou les royaux dont parle Skylax, l'amiral de Darius, vers 500. Apparemment, il est, en fait, s'il y en a, ces palais sont toujours intégrés dans une enceinte remparée, très forte, un péribole, et souvent en liaison avec un temple. Alors ici, c'est pourquoi je me permets de citer Manfred Vitak, évidemment, qui est une référence, hein, je le cite. L'inclusion du temple dans l'enceinte même du palais était jusqu'ici inconnue dans l'architecture des palais en Égypte, donc il parle de l'époque Hyksos, bien sûr. C'est en revanche une particularité connue au Proche-Orient. La forte tradition proche-orientale d'Awaris, pendant la période où elle était la capitale d'Hyksos, ainsi que l'existence de caractères proche-orientaux dans la colonie d'Awaris durant la 18e dynastie, perpétuation de culte canadien, continuation de la production de types de céramique et de scarabées du bronze moyen, fabrication d'arts en métal, peuvent laisser supposer que la présence du temple dans le palais témoigne également de l'adoption de traditions proche-orientales par le monde égyptien. Suivante, la dernière, je crois. Mon hypothèse, pour ce qu'il faut émettre une hypothèse, c'est qu'il est en fait quasi impossible dans l'archéologie égyptienne de distinguer toujours ce qui relève de la forteresse, ce qui relève du temple et ce qui relève du palais. Il y a un mot sur lequel je vais terminer, qui est un mot grec, qui est le mot de police. Pour moi, c'est ce que les Grecs appellent en Égypte une police. Alors évidemment, tout le monde va crier et au cri, hein, la police, la cité, il n'en est pas question, mais il n'est pas question de ville non plus. Non plus. Une police, le sens original de police chez les Grecs, c'est aussi simplement un fort, une acropolis, hein, une citadelle. Et évidemment, le paysage égyptien, pour un Grec, était couvert de sites remparés, avec périboles,
dans lequel on pouvait trouver aussi bien des résidences royales que des temples. Je vous rappelle, et ici il y a des égyptologues parmi nous, mais c'est vrai, qu'il n'y a qu'un seul prêtre en Égypte, normalement, le pharaon. C'est-à-dire que le pharaon est lui-même partout, là où il y a un temple, où il y a une forteresse et où il y a de quoi habiter. Et j'ai deux exemples qui m'amusent. Un extrait de la vie d'Agésilas plus tard, qu'Agésilas est allé faire campagne pour le roi Nectanebo II, et il est attaqué par un concurrent de Nectanebo, qui n'a pas le nom, mais qui vient de la ville de Mendes. Et donc Nectanebo se retira dans une place bien fortifiée et entourée d'une grande enceinte. Eis Pauline Euerke, kai mega nekusa peribolon. Agésilas s'indignait de tant de méfiance et en prenait mal son parti, mais parce qu'il veut faire un combat au critique. Mais il aurait rougi de honte de changer une nouvelle fois de camp et de partir d'Égypte sans avoir rien fait du tout. Il suivit donc Nectanébis et s'enferma avec lui dans les murs de la place. Alors, on ne sait pas où est cette grande ville entourée d'un péribole. Je me demande si ce n'est pas Daphné, parce que ça pourrait aller très bien. Et je termine sur et donc, là, il peut y avoir un basileïon comme partout. Et je termine sur cette très comique, humoristique phrase de Théocrite dans l'éloge de Ptolémée II. Il y a, dit Théocrite, 303 000 villes ajoutées en 30 000, plus 3 fois 2 et 9 fois 3. C'est-à-dire, il y a en Égypte 33 333 poleis. Et ça me fait tout simplement penser à la France d'aujourd'hui, hein, où il y a à peu près autant de communes. 33 000 communes en France. Pour les Grecs, une police en Égypte, ce n'est ni une ville, ni encore moins une cité. Hein, c'est une commune, c'est un bourg. Et j'ai envie de dire, comme aujourd'hui en France, dans un bourg, vous avez, alors il n'y a plus de remparts, mais vous avez une agglomération serrée, et vous avez, comme on dit toujours, au milieu du village, la mairie et l'église. Et donc, j'ai recherché des palais. Des palais, il y en a, ceux qu'ont découvert Vitac, Maxoud et Dominique Valbel. Mais j'ai le sentiment que pour les Grecs, dès qu'on est en Égypte, on découvre des bourgs qui appartiennent au roi et qui peuvent abriter un basileïon. Voilà, merci. Ah, il faut remettre le micro. Oui, oui, j'avais pas vu. Oui, j'admirais ce pays riche de milliers et de milliers de palais que l'on parvient même à retrouver, à ressusciter sous le sable. C'est tout à fait extraordinaire. Et bon, je vous remercie beaucoup également sur les dernières suggestions sur le sens de police qui est effectivement, selon les contextes, peut très bien avoir des sens qu'il n'a pas dans les textes classiques relatifs aux réalités du monde grec lui-même. Hein. Il faut faire attention effectivement à ces variantes qui sont importantes. Je laisse la parole à nos invités sur l'Égypte. Oui, Frédéric Perraudot. J'aurais une question, effectivement. Je me demandais si le basculement finalement de palais qui ne sont pas fortifiés au Nouvel Empire, notamment en Haute-Égypte ou bon, Memphis, c'est autre chose, mais pour la Haute-Égypte, on a des palais qui ne sont pas fortifiés à Amarna, à Thèbes, à Malkata. Et en fait, ils sont de la 18e dynastie. Et lorsque le pouvoir royal, le centre du pouvoir se redéplace vers la Méditerranée et vers le delta, sous les Ramessides, eh bien, est-ce que le contact avec ces palais, ces résidus de palais Hyksos, finalement, et de ces palais forteresses qui sont à la frontière finalement de l'Égypte, n'a pas entraîné le mouvement de fortification qu'on a après dans tous les palais et tous les temples, hein, parce que effectivement, lorsque les Grecs sont arrivés, ils ont trouvé tous les temples refortifiés et les palais avec.
Donc, je me demandais si le basculement n'était pas fait justement à l'époque ramesside avec la réinstallation du pouvoir et la résidence royale dans le delta au contact de ces forteresses dont tu as bien montré le déroulement chronologique. Oui, oui. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. C'est vraiment aux égyptologues de répondre. Mais Pi-Ramsès n'est pas remparé, je ne sais pas. Bah, pour Pi-Ramsès, c'est pas clair. Hein. Le problème, c'est que Pi-Ramsès est sous Cantir. Alors, Oui, actuellement, j'ai dit dans mon résumé que je ne parlerai pas de Pi-Ramsès. C'était une bonne idée. Exclu du débat. Mais, non, mais je pense que tu as raison. Oui, oui. Si, bah, c'est probable. C'est-à-dire que cette apparition des murailles doit correspondre à quelque chose dans l'air du temps. Oui, dans l'air du temps. Et on peut parler aussi évidemment plus des risques liés à l'insécurité qui vont se développer évidemment avec les peuples de la mer. Donc oui, bien sûr. On va s'enfermer. Mais au départ, toute la question de ces périboles ne sont pas des enceintes défensives. Enfin, elles le sont, mais ce ne sont pas des forteresses en tout cas. Ce ne sont pas des châteaux. Non, bien sûr. Ouais. J'aurais une petite question à vous poser. Ces villes, temples, forteresses, ont-elles généré des regroupements, des agglomérations en dehors des murs qu'on ne voit pas sur les photos aériennes ou sur les fouilles? Alors, au premier millénaire, je pense. Je ne sais pas si ça marche au Nouvel Empire. Je crois que ça a été bien étudié justement pour le premier millénaire. C'est-à-dire que il y aurait création de la sécurité, donc qui aurait amené à protéger les enceintes. Alors ça aussi, ça serait à mettre en relation, non pas avec les Ramessides, mais avec la 20e dynastie, c'est-à-dire avec l'apparition de l'insécurité sur le bord de mer. Et donc on s'enfermerait. Donc l'idée que l'on va réinvestir l'extérieur des murailles supposerait une période de plus grande sécurité. Enfin, mais là, c'est en effet toute la problématique de l'archéologie des enceintes dans l'Égypte pharaonique qui sont toujours un peu ambiguës puisque on protège à la fois le sacré, c'est un péribole sacré. On pense à ceux de Karnak, mais je n'en suis pas spécialiste. Mais évidemment, et ça, les Grecs ont tout de suite vu que c'était le meilleur endroit pour mettre une garnison. Ça a été bien étudié par Christophe Thiers sur l'utilisation, le squatting, si on peut dire, des soldats dans des enceintes qui n'étaient pas, on a envie de dire, qui n'étaient pas prévues pour être militaires. Quand même, on a du mal à imaginer que l'on construit une grande enceinte si ce n'est pas pour protéger, ne serait-ce que les richesses du temple. Je pense que Frédéric est plus amène que moi de répondre. Merci. Une autre question? Non? Bon, bah, écoutez, dans ce cas-là, je remercie notre collègue et puis je vous propose d'écouter la dernière intervenante de la matinée qui nous emmène bien loin de ces parages orientaux, Charlène Routaboul, des palais ruraux en cité Rutène. C'est ça, bonjour à tous. Bonjour. Alors, il faudrait que l'animateur active le partage d'écran. Pour vous, oui. Alors, oui, pardon, je vous donne les droits tout de suite. Là, et... Voilà. Je pense que vous allez avoir l'autorisation du partage d'écran. Est-ce que du coup tout le monde le voit ou pas? Oui. Allez, parfait. Hop. Alors, du coup, des palais ruraux en cité Rutène. Donc, je vais parler ici de la problématique de la question sur les villas
les palais. Donc, en cité rutène, je vais définir ma zone d'étude. Voilà. Donc, le département de l'Aveyron, qui est situé au nord de la région actuelle de l'Occitanie, et ma zone d'étude pour ma thèse. Donc, je réalise une thèse sous la direction de Martine Joly qui porte sur les campagnes gallo-romaines. Donc, ce peuple des Rutènes était prénommé dans les Rutènes et vivait en province aquitaine. Donc, je vous ai mis une carte ici. Donc, vous voyez, ils étaient vraiment à la frontière de la Narbonnaise. Ce territoire englobait une partie de l'Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Et au vu, je vous ai mis ici une carte qui représente le territoire, au vu de sa superficie, donc moi je me suis concentrée plutôt sur le nord de cette région qui est l'Aveyron. Donc c'est un espace qui est frontalier, qui est desservi par plusieurs voies de communication. Vous les avez ici en noir, en rouge vous avez des drets. Donc vous pouvez notamment voir la voie qui desservait Lyon jusqu'à Toulouse. On a également des voies fluviales, mais on en compte seulement 3 et peu navigables. Vous avez ici le Lot, l'Aveyron et le Tarn. Et vous avez en bleu foncé en trait épais les zones navigables. Donc vous voyez, celles qui sont sur le territoire aveyronnais n'étaient pas utilisées pour la navigation. C'est un territoire qui est composé de hauts plateaux, donc on a le plateau de l'Aubrac, on a le Larzac, et puis on a également des plaines qui sont présentes sur l'ouest du département. Au niveau du climat, ce qu'on remarque, c'est que vers le nord, on est plutôt sur un climat auvergnat qui est assez rude l'hiver, et au sud, on a une région qui est plutôt méditerranéenne. Donc, la méthodologie de ma thèse, donc, qui porte justement sur cette occupation des campagnes durant l'Antiquité, donc plus précisément du 1er siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, il s'agit d'essayer de comprendre un peu comment l'habitat s'organise avec les zones de production en milieu rural. Donc, pour ce faire, j'ai réalisé une base de données qui comprend l'ensemble des vestiges connus durant l'Antiquité sur le département. Et cette base, elle m'a permis de différencier les différents sites que l'on avait, d'obtenir une vue d'ensemble des différentes implantations. Donc, je vous ai mis ici la carte qui comporte la totalité en fait, des informations que je possède. Donc, ça part du simple site de Tégulé à la villa ou au bâtiment qui a été fouillé. Et ainsi, sur cette carte, avec les données que j'ai en base de données, j'ai pu observer 2 sites qui se détachent de tout le reste. Je les ai mis ici. Ce sont des établissements ruraux qui sont assez remarquables. Donc, ils sont Argenteuil et Masmarcou, donc à ce jour nommés comme villas. Ce sont donc 2 villas gallo-romaines qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, on a une très longue durée d'occupation. Ce sont des domaines qui s'étendent sur plus de 9000 m² et qui ont révélé lors de fouilles, qui sont certes très anciennes, mais un mobilier assez riche. On a des statues, on a du marbre, de la mosaïque ou des bijoux. Donc, elles ont été fouillées au 19e siècle par l'abbé Cérès, qui était rattaché à la Société des sciences, lettres et arts de l'Aveyron. Donc, c'était voilà, un amateur éclairé donc, qui fouillait ces villas. Et elles nous ont laissé cependant des plans des structures qui ont été dégagées. Et on a le mobilier qui est encore exposé dans 2 musées. Donc, d'Aveyron, on a le musée Fenaille à Rodez et le musée de Argenteuil à Montrosier. Aujourd'hui, et malgré la recherche actuelle, il s'agit encore des 2 plus grands établissements ruraux découverts sur le département. On a d'autres habitats qui ont été recensés, mais qui sont soit plus petits, avec un mobilier moins riche, ou alors qui n'ont pas été fouillés. Donc, c'est pour cela que se pose la question vraiment du rôle de ces 2 sites au sein du département. Est-ce qu'ils étaient la propriété de riches notables de la région ou est-ce qu'ils avaient une autre fonction?
Donc pour ce faire, je développerai donc dans un premier temps la villa de Masmarcou et puis ensuite je parlerai d'Argenteuil sur laquelle je suis en train de réaliser cette année et l'année dernière des opérations archéologiques. Alors la villa de Masmarcou, donc elle est située sur une limite communale entre deux communes qui s'appellent Flavin et Monastère. Vous voyez qu'ils sont à quelques kilomètres vraiment de Rodez. Donc, c'était un champ qui était couvert de tégulés et de débris de poterie. Et c'est la découverte d'une clé en bronze et de la tête d'une jeune femme en marbre, que je vous ai mis ici, qui engagea la BCRS à entreprendre des fouilles en juin 1870. Donc, ce sont des fouilles qui furent financées en partie du coup, par la Société des sciences et lettres de l'Aveyron. Et elles ont permis la découverte de structures et de monnaies qui s'échelonnent du règne d'Auguste à celui de Valence, qui indiquent une occupation du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, voire 5e de notre ère. Alors, le plan qui en ressort, le voici. Donc, ce qu'on peut voir déjà au premier abord, c'est une demeure qui possède une galerie d'entrée qui mesure plus de 130 mètres de long. Donc, celle-ci, elle est orientée vers l'est et elle était magnifiée par un pavement de marbre de diverses couleurs. Donc, voici une partie qui est exposée actuellement au musée Fenaille de Rodez. Donc, ce grand couloir donnait accès à une cinquantaine de pièces. Donc, on avait ici un espace thermal qui était rattaché à la villa, donc un KJ avec toutes les petites pièces que vous avez ici dans le fond. Et d'après le classement de Catherine Balmel dans son ouvrage sur les demeures aristocratiques d'Aquitaine, ça serait une villa avec un plan de type corps de bâtiment allongé avec portique en galerie de façade. Alors, malgré la présence, comme on peut le voir, d'une cour à galerie ici en G et en E, on voit que ce n'est pas l'élément principal qui a structuré l'agencement de la villa. Et ce plan, on peut facilement le comparer avec une autre villa qui est une autre demeure aristocratique, je dirais plutôt du sud-ouest de la Gaule, qui est Plassac. Plassac dans son deuxième phase, qui date du 2e au 4e siècle, où vous pouvez noter qu'on a également ce portique en entrée qui va venir desservir d'autres pièces et des cours. Et on voit ici, pareil, une certaine symétrie autour de ce portique et de cette cour. Et là, on a pareil, vous voyez, cette grande cour qui vient desservir les pièces et d'autres plus petites cours. Donc, Céleste nous livre dans ses notes de fouille quelques interprétations quant aux fonctions des pièces. Donc, pour cela, il va se baser sur le mobilier qui a été trouvé sur place, mais aussi sur la forme et la taille de la pièce, ainsi que sa position dans le plan général. Donc, on note évidemment l'espace thermal, comme je vous ai dit, en K et en J, avec toutes les pièces qui sont au nord. Ensuite, on sait que les chambres, elles sont généralement de taille modeste, et on va voir que les espaces ici, 14, 15, 16, ou de 33, 34, 35, 36, 9, 10, 11, 12, sont en retrait par rapport aux grandes cours et sont de petite taille et pourraient avoir joué ce rôle de chambre. On sait grâce au texte que dans les riches demeures, on avait des appartements ou des chambres qui étaient réservées aux hôtes. Dans la maison du cerf, par exemple, en Syrie, on a les hôtes qui bénéficiaient d'un appartement avec des salles à manger et des chambres. Ici, voilà, on a des salles qui peuvent très bien être des salles pour les hôtes, des salles d'appartements. Dans le sud-ouest de la Gaule, on a plusieurs aménagements de ces espaces qui existent, même s'il est impossible vraiment d'identifier les chambres à coucher qui étaient destinées aux invités. À Montmorin, par exemple, les pièces, je vous mets le plan, voilà, qui se situent vraiment à l'extrémité ici est du bâtiment, forment, on voit, deux appartements qui sont desservis par une cour avec des antichambres.
Et on remarque ici qu'on a par exemple l'espace 10, qui est ici, pourrait très bien avoir desservi les petites pièces 12 et 11, ainsi que la 9, et les espaces 35 et 36 qui auraient pu également avoir eu ce rôle d'antichambre pour les pièces 33 et 34. Donc, on a des aménagements vraiment similaires avec les grandes demeures aristocratiques que l'on retrouve dans le sud-ouest. Ces espaces démontrent vraiment la richesse du propriétaire au sein de la villa. On a de grandes pièces comme la pièce 17 qui est ici, qui a pu jouer le rôle d'une salle de réception. On a quand même une superficie là de 36 mètres carrés avec une situation qui est à proximité de l'exèdre et de l'entrée. Et puis, on a la grande pièce ici que vous avez en 28, qui est la plus spacieuse de la villa, qui était décorée de 8 pilastres carrés qui étaient adossés au mur, qui a également pu faire office d'une grande salle de réception qui se situait donc au bord ici du péristyle. Donc, on est en présence ici d'une demeure aristocratique qui a la capacité d'accueillir des personnes de l'extérieur. On peut se demander donc pour quelles raisons est-ce que cette villa avait une fonction particulière. On sait qu'aujourd'hui, une villa, quand on définit une villa en Gaule, c'est qu'elle possède une pars urbana et une pars rustica qui va produire des ressources destinées aux propriétaires, mais aussi et surtout au commerce. Or, ici, lorsque l'on voit les fouilles et les bâtiments, nous n'avons pas retrouvé cette partie artisanale ou agricole. On note juste au sein de la demeure, donc dans la pièce 26 et 27 que vous avez ici, 2 bassins cimentés où on a des valves d'huîtres qui ont été découverts en quantité et qui laissent affirmer qu'il s'agit d'un vivier à huîtres, comme on retrouve dans les villas de Valentine. Je vous ai mis ici un plan de la villa Valentine avec le vivier à huîtres, ou à Montmourin. On sait que ce coquillage était très apprécié des Romains et il était commercialisé dès les premiers âges du fer. Et on les retrouve très souvent dans les établissements gallo-romains. Donc là, on a la présence de viviers à huîtres. Et puis, on a également la présence au sud de l'habitat, ici dans la place 29, de meules, de moulins à bras, ainsi que d'une autre grande meule qui est hors muraille, elle est hors du bâtiment, qui ont été découvertes. Donc cette salle, elle devait servir au broyage des céréales, donc pour une utilisation qui est privée, à l'échelle domestique. Donc, c'est quand même un investissement qui est assez important, mais qui va être utilisé durant plusieurs années pour la préparation alimentaire nécessaire à la famille. Donc, on a plutôt une activité de mouture de subsistance qui répond aux besoins d'un groupe plutôt réduit. La grande meule qui, elle, est située à l'extérieur, elle devait être animée par une force animale, puisqu'elle est beaucoup plus grande. Sa localisation extérieure peut-être permet d'imaginer une activité économique de la villa, puisque dans plusieurs autres établissements ruraux de Gaulle, on observe le passage d'une activité de subsistance à la mise en place d'une activité de production, comme la villa d'Alonne dans la Sarthe qui a livré 4 meules. Donc le but de ce changement, c'est d'obtenir des rendements plus vite, plus importants, pour avoir des surplus commercialisables. Donc, si la présence de la petite meule, elle indique une séparation de la production réservée vraiment à la consommation directe, le grand moulin, lui, extérieur, a peut-être permis de s'intégrer dans un circuit économique de production alimentaire. Alors, ces meules, on peut les retrouver également dans d'autres villas. Donc, vous avez par exemple ici la villa de Tasques qui possédait des meules donc, voilà, de 2 types. Donc, on retrouvait exactement le même type de meules à Masmarcou. Mais cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que leur présence ne va pas forcément attester la céréaliculture. Le fait qu'il y ait une meule, surtout ici une petite meule, n'indique pas une très grande production à Masmarcou. Et si l'on part du principe que la villa ne produisait que des ressources pour une utilisation domestique, on peut se poser alors la question du terme villa qui est employé. Puisque, voilà, on a seulement des viviers
2 meules présentes dans la villa, mais on n'a pas d'autres indices d'artisanat ou d'agriculture sur le site. Donc, la pars rustica n'étant pas clairement visible ici, elle ne répond pas aux définitions actuelles que l'on porte sur les établissements ruraux de type villa, mais plutôt à une demeure aristocratique rurale. Donc, les salles principalement dédiées à la réception et au confort d'hôtes nous indiquent qu'on pourrait être en présence d'un palais de notables situé à proximité de la villa de Segodunum, donc l'actuelle Rhodes. Donc, il s'agit là d'une hypothèse, puisque les recherches elles sont assez anciennes et que potentiellement, à quelques dizaines de mètres, se trouvent toujours enfuis les bâtiments agricoles et qui sont potentiellement très importants. Mais en l'état actuel, on peut se demander si nous ne sommes pas en présence d'une demeure luxueuse qui est allouée au repos et au séjour en zone rurale d'un notable. Alors, on retrouve un exemple similaire, toujours pareil dans le sud-ouest, donc plus exactement au sud de la Haute-Garonne, sur la commune de Valentine, avec la villa de Nymphius. Donc, je vous mets le plan ici, qui à ce jour présente également des vestiges luxueux qui sont attribués à la villa, à la pars urbana, donc vous l'avez ici. On a des thermes qui sont présents, on a même un ensemble funéraire qui est présent de ce côté-ci. Mais au vu des recherches actuelles qui ont été entreprises, on a un doctorant à l'heure actuelle qui est à l'université de Toulouse, Clément Mangenko, qui travaille sur cette région-là en faisant des prospections diachroniques et qui confirme l'absence ici aussi d'une partie agricole ou artisanale. On n'a pas d'indice au sol qui vient amener à penser qu'il y aurait une pars rustica sur cette villa. Donc pour lui, pour Clément Mangenko, on est en présence d'une demeure aristocratique qui possède tout le confort nécessaire pour la réception de notables, et il n'hésite pas du coup à parler de palais pour cet établissement de plaine. Ainsi, on peut faire facilement le rapprochement entre la villa de Masmarcou et Valentine, en y mettant, toujours est-il, la possibilité qu'en zone rurale, on peut avoir des établissements destinés au repos de son propriétaire, de riches notables. Donc là, les recherches sont encore assez minces pour affirmer quoi que ce soit, donc ce sont encore des hypothèses. Concernant la villa de Montrosier, donc ça c'est un autre site donc, qui prétend apporter également le titre de palais. Vous voyez, elle est située donc ici, pareil, on est sur une quinzaine, vingtaine de kilomètres de Rhodes. Donc c'est une villa qui a été découverte grâce à un labour du champ. Donc toujours le même personnage, c'est l'abbé Cérès qui a mis au jour la villa par plusieurs opérations, donc entre 1857 et 1859. Donc on a des vestiges qui s'étendent sur plus d'1 hectare. C'est une villa qui mêle plusieurs plans et phases de construction. On a des structures composées d'une 60aine de pièces qui ont été retrouvées sur un espace qui fait 105 mètres de long par 95 mètres de large. Donc, je vous ai mis ici le mobilier important et riche qui a été retrouvé. Donc, vous avez ici une tête de cheval, vous avez un dessin ici des fouilles d'une mosaïque qui ont été retrouvées sur place. Alors, pour le plan ici, donc, vous voyez, on a ce plan voilà, de 105 mètres de long par 95 de large. On a des parties remarquables. Donc, on a la salle à plan basilical qui est ici en numéro 1. On a également une cour avec des absides aux extrémités, qui est ici, cette grande cour. On a un atrium en A avec son péristyle et on a des thermes qui sont ici, donc au nord-ouest du bâtiment. Les monnaies qui ont été retrouvées, elles permettent d'estimer la période d'occupation entre la fin du 1er avant et le 4e siècle après Jésus-Christ. Là encore, sur ce plan, la partie artisanale ou agricole de la villa n'a pas été découverte et le nombre de pièces qui est destiné à la réception d'invités est très important. Donc,
Comme le plan nous l'indique, on remarque que les fouilles, elles sont incomplètes. Hein. Il manque ici la partie à l'est et ici la partie à l'ouest. Donc, on n'a pas l'emprise totale de la villa. Il semblerait même qu'elle évolue encore du côté, voyez, du sud-ouest. Et ici, on a de longs couloirs qui pourraient du coup amener vers d'autres parties au niveau de l'ouest. Mais l'emprise actuelle de la villa, elle est d'environ 10 000 mètres carrés, sachant qu'il faut la revoir à la hausse. Et on a cette étendue de vestiges qui ne trouve pas d'équivalent dans le sud-ouest, hormis bien évidemment la somptueuse villa de Chiragan. Hop, je vous mets le plan ici. Donc la villa de Chiragan, elle fait 18 000 mètres carrés, donc elle est en Haute-Garonne, et elle possède la plus grande collection de bustes romains après le Louvre. Les dernières hypothèses à son sujet en font une villa impériale. Alors, Montrosier ne prétend pas être son égal, mais à l'heure actuelle, c'est la deuxième plus grande villa devant Valentine que nous avons vite fait évoquer tout à l'heure. Donc là, on est sur la deuxième plus grande villa à ce jour du sud-ouest. On a des immenses salles de réception qui sont comparables à celles de Chiragan, notamment les salles absidiales. Donc vous en avez une ici et une autre ici. Et vous avez, je vous fais un petit zoom, une salle monumentale qui est ici, pareil à abside, qui est à Chiragan et qui fait 24 mètres de long. On est donc sur une très grande salle de réception qui est comparable à d'autres comme à Nérac ou à Séviac, qui sont à l'heure actuelle les villas qui possèdent les plus grandes salles de réception à abside. Donc voici Nérac, vous avez 2 salles absidiales qui sont desservies par une cour d'entrée, et vous avez ici Séviac qui possède dans son dernier état une très grande pareille salle à abside au niveau ici voilà, du nord de la villa. Donc pour Nérac, on a 31 mètres de long et 8 mètres de large, et pour Séviac, on a 31 mètres de long pour 9 mètres de large. Sachant que, hop, ici, pour Montrosier, on avait plus de 20 mètres de long pour la salle numéro 1. Alors, ces pièces absidiales, elles sont intéressantes concernant la problématique des palais, puisqu'on possède des écrits sur leur intérêt dans l'Antiquité ainsi que leur fonction. Alors, Éric Morveillès, qui est parmi nous et qui a longuement travaillé sur cette problématique, donc je ne fais que reprendre rapidement votre travail sur le fonctionnement de l'audience dans les grandes demeures de l'Antiquité tardive, où vous dites que grâce aux écrits de Vitruve, on connaît l'importance d'avoir dans une domus ou une villa des dimensions et une richesse qui est le miroir de son statut social et qui doit vraiment posséder tous les aménagements nécessaires aux responsabilités politiques notamment. Et parmi ces agencements, les basiliques, pour les demeures de l'Antiquité tardive, sont très importantes ainsi que leurs dimensions. Les grandes salles absidiales que l'on connaît à travers le monde sont d'environ 30 mètres de long, notamment pour la Piazza Armerina. Et ici, à Montrosier, comme je l'ai dit précédemment, la grande salle mesure plus de 20 mètres de long. Donc, hop, cette information, elle a été confirmée lors d'une opération de géophysique que j'ai menée cet automne sur le site. Donc, c'était une opération test avant d'en effectuer une qui est plus importante en mai et qui a révélé justement cette salle numéro 1. Donc, grâce à l'utilisation de la méthode magnétique, on a des résultats probants et assez précis. Et on voit que la pièce, elle mesure bien plus de 20 mètres, puisque le plan n'est pas au complet. Il manque ici le mur de la partie absidiale qui doit être ici. Et le bas ici de la pièce, pareil, l'abside qui manque. Mais au niveau des mesures, nous, bien précises, on a bien plus de 20 mètres de long pour cette pièce. On a également une deuxième pièce basilicale qui est présente, qui se situe ici. Elle est de taille légèrement inférieure, hein, on est plutôt sur du 20 mètres de long,
mais elle n'en est pas moins impressionnante. On a du marbre qui a été retrouvé dans cette pièce et qui montre encore une fois le luxe de cette demeure. Alors, les études menées actuellement sur cet établissement nous permettront d'en savoir un peu plus sur le plan et les agencements de cette villa. Les prospections géophysiques qui seront bientôt menées nous permettront de connaître vraiment la surface réelle du site, mais également de savoir si une part rustica était présente. On a une villa qui est quand même impressionnante par la taille de ses salles de réception, de ses cours et par le nombre de pièces qui sont présentes. Alors évidemment, là, il ne s'agit pas d'une seule et même phase de construction, mais on peut se demander qui étaient les propriétaires et quel était leur statut. Leur fortune, elle devait quand même être colossale pour réaliser des aménagements de ce type. Et d'où provenait cette fortune, puisque l'absence ici d'une exploitation pose problème, encore une fois, à la définition de simple villa rurale. Donc, si la grandeur des salles, elle tend à nous indiquer qu'il s'agissait d'un homme politique, comme un magistrat ou un gouverneur, la villa aurait donc pu avoir une fonction administrative proche de la ville de Segudono. Les deux villas présentées ici, elles possèdent donc des caractéristiques qui sont similaires de par leur taille et de leur richesse, leur proximité avec Segudono et l'absence de parties agricoles. Le manque d'informations et d'études récentes n'aide pas vraiment à la compréhension de leur statut, mais on peut cependant notifier leur importance au sein du maillage territorial ruthène. Ces riches demeures, elles ne peuvent pas à l'heure actuelle porter le nom de villa. On peut les nommer demeures aristocratiques, comme Catherine Balmel a fait pour les demeures du Sud-Ouest, en attendant de savoir si, comme Chiragan, au moins l'une d'entre elles, et notamment Argenteuil, a pu jouer le rôle de palais, de résidence pour un haut magistrat. Il serait là tout à fait possible de voir un lieu de pouvoir à l'extérieur de la ville. Et les études que je mène actuellement dans le cadre de ma thèse sur les campagnes ont vraiment pour objectif de synthétiser toutes les informations que l'on a, d'en récolter de nouvelles et d'apporter du coup un nouveau regard avec des questions plus actuelles sur l'organisation du territoire en milieu rural. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous ai mis une petite bibliographie ici. Merci, merci bien, mademoiselle Routaboul, pour cette présentation de sites qui sont encore en devenir, qu'on connaît très mal et dont une grande partie risque fort d'être trouvée si vous avez les fonds et les forces nécessaires pour fouiller, parce que pour certaines d'entre elles, c'est même la moitié qui est en question. Donc des sites absolument remarquables. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, discerner une évolution dans le plan de ces complexes qui n'ont peut-être pas été construits d'un seul tenant des premiers siècles ou du deuxième siècle? Alors, c'est très difficile puisque voilà, les fouilles anciennes, en fait, la BCS qui a fouillé sur son plan a mélangé absolument toutes les phases. On n'a pas du tout de stratigraphie qui est dans les informations en fait, des fouilles. Là où on peut remarquer que justement ça résulte de plusieurs états, c'est la superposition à certains endroits de murs qui nous permettent de savoir qu'on a eu plusieurs états. La géophysique qu'on va mettre en place, on est en train de mettre ça en place, de voir si avec une méthode électrique, on ne peut pas essayer de différencier les différents niveaux. Mais le problème, c'est que le plan actuel, on connaît très bien les pratiques de l'époque et on sait que les archéologues de l'époque, quand une structure apparaissait et qu'elle ne correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait sur le plan, elle pouvait disparaître et ne pas être affichée. Donc là, c'est vraiment l'ensemble total des vestiges que l'on possède et seule une deuxième fouille ou grâce à la géophysique pour connaître la stratigraphie nous permettra de savoir à peu près les étapes de construction. Merci bien. Une ou deux questions encore? Oui, je pense que toutes ces questions vont réapparaître cet après-midi. Oui. Parce que vous avez, je ne sais pas il y a si... des accointances entre les... Je peux. Oui, allez-y, Xavier. Xavier. Justement, justement. Oui, alors moi, je suis très intéressé par ces reprises de fouilles anciennes. Et c'est vrai que le problème chronologique, il est fondamental. Tant qu'on n'a pas une idée si c'est du 1er siècle ou du 5e siècle après ou du 4e,
bon, on patauge un peu, je veux dire, ça c'est évident. Je crois qu'il y a quand même une étude typologique des espaces qui permet d'approcher la chronologie, même si ce n'est pas bien sûr satisfaisant. Moi, j'avais quelques remarques sur la première villa, parce que je pense qu'Éric Morvilès s'intéressera plus à la seconde. C'est plus dans sa période, certainement. Moi, je ne dirais pas qu'il y a peu de passe rustica dans la villa que vous avez. Je pense que tout le coin sud, enfin une partie de la partie sud, peut présenter des éléments d'éléments agricoles. L'espace qui est l'espace. Vous pourriez peut-être redonner la diapositive. Oui, voilà, je crois que c'est l'espace 28, par exemple, que vous prenez pour une espace de réception. Est-ce que ça peut pas être une tour grenier ou quelque chose de ce type-là? Alors, c'est la richesse en fait du mobilier qui nous permet de dire que c'était une salle de réception plutôt. Les décors, le marbre, les enduits peints et les pilastres adossés au mur qui nous sont été décorés, en fait. Les pilastres, c'est dangereux, hein, parce que ça peut très bien être aussi justement un renfort intérieur. Non, moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est le canal L. Si j'ai bien compris que c'est du côté de la pièce 29 que vous avez les meules. Vous n'avez pas de moulin hydraulique? Alors, c'est à force animale. Voilà, on a des meules, donc une meule à main et une meule à force animale. Et pas hydraulique, vous êtes sûr? Non. Bon, en tout cas, là aussi, il y a peut-être des éléments à voir. Bien sûr. Moi, je ne dirais pas d'emblée qu'il n'y a pas de passe rustica dans cette villa. Toute la partie sud, moi, me fait penser quand même à des zones agricoles. Et s'ils n'ont pas très bien fouillé, c'est peut-être parce que justement, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de mosaïque, il n'y avait pas tout ça qui leur semblait intéressant à l'époque. C'était quand même un choix qu'on faisait assez facilement. J'en sais rien, enfin, je veux dire, je n'ai pas de preuves, bien sûr, hein, c'est à vous de voir, mais c'est peut-être une piste à creuser quand même. Avant de trancher trop brutalement, ce n'est pas une villa parce qu'il n'y a pas de passe rustica, je serais plus prudent. Oui, bien sûr. Alors après, évidemment, là, les recherches restent à actualiser, à prospecter, à essayer de même voir si on peut faire de la géophysique pour voir si on n'a pas des bâtiments qui sont autour et puis essayer de revoir également le plan. Comme vous voyez, ici, on a une salle qui semble divisée. Je pense qu'à la base, il devait y avoir une seule et même salle. Ici, par exemple, on voit que la cour la galerie est divisée également. Donc, je pense que là aussi, des nouvelles recherches, notamment la possibilité de faire du magnétique, permettrait d'avoir un nouveau plan, peut-être avec de nouvelles structures. Mais je pense qu'il faut aussi que vous regardiez ce qui existe déjà, et en particulier, les pointillés, ça doit désigner des conduites d'eau. Alors, il y a un aqueduc qui a été retrouvé. Ouais, alors il me semble qu'il est ici. En tout cas, oui, ça c'est sûr. Mais de l'autre, je pense qu'il faut regarder aussi le document que vous avez peut-être avec plus attention sur certains points. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, Une autre intervention? Oui. Oui, je ne sais pas. Vous m'entendez? Éric Morvillet, oui. Oui, bonjour. Voilà. D'abord, je voudrais remercier donc pour cette belle communication. Justement, j'avais un peu les mêmes réflexions que Xavier Lafont. Pour cette question notamment de la chronologie relative des fouilles anciennes. Donc, de toute façon, moi, je trouve que c'est très intéressant de faire des études d'abord régionales comme vous le faites et pas vous arrêter seulement à un type d'édifice. Donc déjà, c'est un gros travail que vous entreprenez. Alors, pour moi, ce que je trouve intéressant dans Marcou, c'est la présence de l'opus sectilé aussi que vous avez montré. Ce serait intéressant de savoir si on peut davantage le placer parce qu'il est vraiment intéressant. Je le connaissais par Véronique Vassal qui l'avait mis en carte postale de la FEMA il y a quelques années et donc il m'avait frappé parce qu'on parle beaucoup de la mosaïque pour le sud-ouest mais peu du sectilé. Donc je pense que effectivement ça montre un niveau de richesse intéressant. Après effectivement il faut être, je pense, très prudent sur les interprétations aussi bien des appartements d'autres. Enfin, vous savez bien qu'on
combien j'ai été formé aussi à la prudence du serpent pour ces questions, donc soyez aussi prudentes, peut-être pour les salles. Mais en revanche, pour le deuxième dossier que je trouve, enfin qui est moins connu finalement, vous amenez un dossier que je trouve vraiment intéressant parce que finalement, on parle beaucoup effectivement de Chiragan, et là je trouve que vous avez des formes vraiment et un développement. Alors, je n'oserais pas dire palatial, vous savez que j'ai été élevé par quelqu'un qui refusait ce mot, et faites attention, je pense qu'il ne faut pas nier 30 ans d'efforts pour enlever ce mot. Le mot de villa suffit largement, on en reparlera peut-être cet après-midi, mais en tout cas, ville aristocratique, ça certainement. Je trouve qu'il y a des formes très, très intéressantes dans nos villas, et surtout, je trouve que vous annoncez déjà par des travaux géophysiques une envie de reprendre ces fouilles anciennes. Donc, je pense que vraiment, de ce côté-là, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc, sur la grande salle, voilà, je serais très prudent. Effectivement, vous montrez déjà bien qu'il y a vraiment des structures, mais bon, la double abside, le plan U à l'intérieur, est-ce que c'est au début, j'ai pensé à une cour à colonnade, enfin, c'est compliqué, mais effectivement, on voit bien qu'elle existe, hein, cette structure qu'ils n'ont pas inventée. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est que, voilà, après, voilà, chronologiquement parlant, je pense que vous avez un bâtiment très compliqué, et donc il faudrait vraiment des fouilles. Moi, j'engage à reprendre des fouilles. On a été tous un peu arrêtés par le fait que Chiragan ne reprenne pas. Et si le site, justement, en plus, est libre d'accès et pas l'outil ou je ne sais quoi, comme ça, Rustis ou d'autres, on trépigne d'impatience que des équipes reprennent le travail et qu'on puisse enfin avoir des chronologies relatives, même sur des sondages. Mais je trouve que voilà, c'est très méritant, et c'est une villa que je dois dire que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai bien creusé la question avec Catherine Balmel, mais c'est une villa qui m'avait complètement échappé. Et cette cour ovale aussi, et toutes ces absides, évidemment, sont très, très prometteuses. Dernière chose, méfiez-vous des viviers à huîtres. Je pense que pour avoir des huîtres comestibles, il faut beaucoup d'eau et beaucoup de courant. J'en ai vu beaucoup dans mes premières fouilles à Loupian, dans le bassin de Thau. On les utilise pour l'amendement, etc. Qu'on les consomme sur le domaine, c'est une chose. Qu'on les garde dans des viviers où je suis beaucoup plus inquiet. Même, je ne suis pas spécialiste d'ostréiculture, mais disons que je prendrai des pincettes pour ces questions. Mais sinon, en tout cas, je vous encourage à continuer, et vous avez un beau sujet. Voilà. Merci. Et si vous avez besoin aussi, on peut vous parler d'abside. Oui. Gilles Sauron? Oui, je voudrais intervenir. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je rejoins Morvillet sur l'histoire du palais. C'est le mot palatium. Au départ, c'est le Palatin qui devient la résidence impériale, qui ensuite, le mot palatium donne son nom au palais en dehors de Rome. En dehors de l'empereur, le mot, à ma connaissance, n'est pas utilisé. Donc, les Romains parlaient de villa, c'est tout. Sinon, votre communication est extrêmement intéressante. En particulier, vous posez un problème qui est celui de la pars rustica. Mais en réalité, je crois que c'est un concept qui est très connu à la fois par les fouilles archéologiques et par les textes, c'est-à-dire par Caton, Vitruve, etc. Et Varron, bien entendu. Mais au départ, la pars rustica, c'est la moitié la partie nord de la pars rustica, c'est la moitié en réalité du bloc central de la villa. Elle est située juste à côté de la résidence du propriétaire, donc c'est le modèle catonien qu'on retrouve à Cité-Fenestrée à l'époque augustine. Donc c'est un modèle qui est très particulier à l'Italie, disons, de la fin de la République. Et on peut se demander si, la pars rustica ne pouvait pas être dans d'immenses propriétés plus diffuses, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des métayers qui au départ sont des esclaves, qui sont après des colonies, des colons libres à la fin de l'Antiquité, donc qui pouvaient avoir une partie, si j'ose dire, de la pars rustica. Et c'est un peu ce qu'on voit sur les mosaïques africaines. On voit des représentations d'immenses propriétés avec des gens qui s'occupent de telle ou telle production. Donc, d'autre part, il y avait une partie des productions qui laissaient peu de traces archéologiques.
On produisait beaucoup de fleurs, par exemple, pour les couronnes. On élevait des oiseaux, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui, peut-être, ne laissent pas beaucoup de traces. En tout cas, merci beaucoup et bon courage pour votre travail. Merci. Merci bien. François Barat veut intervenir peut-être? Ce sera la dernière intervention avant qu'on reprenne. Je veux bien intervenir parce que je n'ai pas de petite main donc il faut que je… Non, effectivement. Non, je voulais simplement, ça n'étonnera pas un certain nombre de ceux qui sont là. Je voudrais renchérir un petit peu sur ce que disait Éric et en partie Gilles tout à l'heure. Je suis moi aussi disciple, comme vous le savez, de Noël Duval, qui a passé une partie de sa carrière scientifique à tenter de convaincre que, en tout cas pour ce qui était de l'Antiquité tardive, il ne faut pas utiliser à tort et à travers le mot palais. Je pense qu'en entendant notre présidente parler dans son introduction de palais privé, il aurait poussé des hurlements. Pour lui, les deux mots sont absolument antinomiques. Il n'y a pas de palais privé. Non, bah non. Et si bien que pour lui, la résidence de Dioclétien à Spalato n'est pas un palais, puisque c'est une résidence de retraite. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur l'emploi de ce terme, et comme le disait Éric très justement, villa, ça suffit très largement pour désigner ces immenses propriétés extrêmement luxueuses. Je pense qu'il faut être… Ça a un certain intérêt d'être précis dans les termes, parce que si on désigne tout sous le nom de palais, on ne peut plus réfléchir à ce qu'est réellement un palais impérial, c'est-à-dire à ce qu'il y a des formes récurrentes, etc. Donc, tout ce que nous entendons est très intéressant, mais je crois qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'on doit mettre derrière le terme de palais. Très bien, merci bien. Bon, je vous propose de nous arrêter pendant 1 heure et de reprendre à un peu plus d'1 heure, à 14h30, pour justement là intervenir sur le palais. Merci. À tout à l'heure. Très bien. À tout à l'heure. Très bien. Bah, pas d'apéritif, rien du tout offert par le CTHS. Pas d'apéritif palatial. Palatial, oui. Qu'est-ce qu'on fait là exactement du point de vue technique là? On arrête la session ou on reste en attente? Bah, vous pouvez, je vous ferai rentrer à nouveau, il n'y a pas de souci, si vous voulez faire reposer les machines. Moi, je la remettrai en route vers 14h15, par exemple. D'accord. Tout à l'heure alors. C'est le même lien. Tout à fait. Merci. Avec le même lien. D'accord, ok. Bon appétit. Au revoir. Bon appétit, Martine.